je rêve de faire la startup vraiment qui devient énorme, tu vois, la licorne, enfin plus que licorne, quoi, décacorne, truc immense, hyper scalable et tout. Mais je savais que moi, ça allait pas être le cas. Et au bout de 8 mois de process et de négociation, bah, le deal se fait pas. Et on finit par mettre la boîte en redressement judiciaire et aller racheter pour 4 euros. Moi, la première levée de fonds, je l'ai fait quand j'étais étudiant. J'ai levé 400 000 euros. La deuxième, j'ai levé 1 million. La troisième, j'ai levé... J'en pouvais plus du quotidien, j'en pouvais plus d'avoir des salariés. C'est pas que je veux plus des salariés, c'est que je veux plus gérer des salariés au quotidien. Moi, convaincre les gens de me rejoindre pour une vision, pour me suivre dans mon projet et tout, je kiffe. Les manager et me faire chier au quotidien parce qu'il y en a un qui arrive en retard, il y en a un qui a mal à la tête et machin, c'est terminé. Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine, un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis va tirer des cartes pour son invité. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. L'invité sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre à l'invité de ne pas répondre, et la carte Reverse qui va obliger à Alexis à également répondre à la question. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans 60 minutes chrono. 60 minutes chrono, c'est les petites questions des grandes discussions. Un jeu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. Et j'ai foutu ma petite tronche ici parce que je suis un peu mégalo. Stylé. Et aujourd'hui, on est avec Aurélien. Comment est-ce que tu vas ? Très bien. Quand je suis à Dubaï, je suis toujours content. Alors, on a envie de faire un petit bisou à Oussama parce que c'est lui qui nous a mis en relation. Carrément. Donc, merci tonton Ous parce que c'est Merci grâce à toi Ous, que ouais. j'ai découvert Comme Aurel. beaucoup de gens que j'ai rencontrés ces 3 dernières années, c'est bien Ous. Ouais, s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui envoyer, qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est les clair. mises en relation, c'est son job. Ouais. Ça y va, ouais, c'est clair. Ça y va vite. Et donc, je suis trop content de t'avoir parce que t'as eu pas mal de vies différentes. Et là, t'es en train d'attaquer une vraie transition et tout. Une nouvelle encore. Et je suis curieux d'avoir plein d'insights à ce sujet. Mais surtout, t'es l'un des rares gars de mon réseau qui a vraiment eu un background startup. Nous, on est plus des gars qui, bootstrap à mort, font de l'oseille, ont des business cash flow et tout. Ouais. Et je suis très curieux aussi d'avoir des feedbacks de gars qui ont eu un vrai background startup parce que je crois qu'il y a plein de trucs vraiment intéressants à les récupérer là-dedans. Ouais, carrément. Voilà. Est-ce que t'es ready ? Ready. Alors, je shuffle un peu parce qu'à chaque fois, on me dit que je triche et que je m'arrange sur les questions. Enfin, j'ai peur. Non, c'est détente, c'est détente. Je crois que pour l'instant, il y a que... un joker, ça. Ouais, mais il y a que 2 personnes qui ont utilisé le joke pour l'instant. Ah ouais ? Ouais, donc c'est vraiment détente. Hein. C'est vraiment détente. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de conseils sur Internet, tu vois, sur la partie se lancer et faire du make money rapidement. La question qui est là, c'est quel est le conseil le plus précieux que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer ? Et moi, du coup, ma question, c'est... Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer, mais pour créer une vraie boîte à vision, ce qu'on appelle aujourd'hui une start-up ? Parce que selon moi, je me suis lancé pour faire de l'argent, donc j'avais une motivation qui était toute trouvée. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette recherche de trouver un truc qui a du sens pour eux. Ouais. Et c'est un truc qui est vraiment important à l'heure actuelle. Est-ce que tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans le business, mais vraiment dans une dynamique de créer un truc qui fait sens pour lui, vraiment sur la partie start-up, quoi ? Ouais, bah ça fait écho à ce que moi j'ai fait, parce que moi j'ai lancé ma startup pendant mes études, mais au début c'était un projet un peu de freelance, c'était bootstrap, et puis de fil en aiguille en le développant, c'est devenu une vraie startup dans le modèle plus long terme, on lève des fonds, on essaie de faire un truc très scalable. Et en fait, le truc à savoir avant de lancer une startup, je pense, c'est bien comprendre le jeu auquel tu décides de jouer. Faire une startup, c'est prendre le risque de bosser 10 ans dessus et à la fin de rien gagner. Ce qui est mon cas. Quand je dis rien gagner, c'est purement financier en termes de tu revends ta boîte à la fin et potentiellement tu gagnes rien, ou ta boîte elle crève avant, ou en fait tu la vends très mal et les investisseurs sont toujours prioritaires en fait sur les entrepreneurs. C'est ce qu'on ne sait pas forcément quand on voit une boîte qui lève 20, 30, 40 millions. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de clauses qui protègent les investisseurs pour qu'ils puissent se servir avant. Il y a des paliers, etc. C'est ça. Et aujourd'hui, le terme start-up, il est tellement galvaudé parce qu'à la base, une start-up, c'est une entreprise avec un potentiel de scalabilité infini,
un business model répétable et scalable. Et aujourd'hui, et je me mets vraiment dedans avec ce que j'ai fait avec Algar, n'importe quelle PME un peu digitale emprunte le titre de start-up. Sauf que, tu vois, moi, Algar, c'était une start-up, mais on savait très bien depuis le début que ce n'était pas une start-up avec un potentiel infini comme un Google ou un Airbnb. Il y avait beaucoup de services, beaucoup d'opérations, etc. Il y a de la négo entre les trucs, etc. Ouais, c'est ça. Bah, on avait bossé ensemble de toute façon sur certaines choses en sales. Et en fait, moi, Algar, ça tournait avec beaucoup de personnes. Le chiffre d'affaires, je pense qu'on aurait pu aller plus loin, mais c'est pas une boîte qui aurait pu valoir 1 milliard. Tu vois. Et l'idée d'une startup qui lève des fonds avec du capital risque, à la base, c'est de pouvoir faire un projet qui vaut au moins 1 milliard au grand minimum, avec une scalabilité infinie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens lancent des boîtes, lancent des startups sans comprendre le jeu auquel ils jouent et ils ne comprennent pas que une startup, ce n'est pas une entreprise conventionnelle. C'est pas encore une entreprise, en fait, une startup. C'est un truc que tu commences, où tu recherches un modèle économique, où tu fais quelque chose un peu nouveau sur le marché. C'est pas une entreprise classique. Le business model de, je sais pas, un garagiste ou un coiffeur, on le connaît, tu vois. Il est précis. Quand tu lances une startup, moi, ce que j'ai lancé avec Algar, le business model, on a itéré dessus à fond. Du coup, il faut vraiment avoir conscience de, en fait, quand tu fais une startup, c'est très risqué. 95% des startups, elles crèvent dans les 3 ans. Le top des 5%, il y en a un petit peu qui lèvent des fonds et qui vont assez loin. Il y en a une infinité qui, à la fin, se vendent cher et s'installent et deviennent des vraies entreprises. Une infime partie. Ouais, une infime partie. Pardon, pas une infinité. Ouais, une infinité, parce que du coup, les gens vont dire, attends, c'est où? Vas-y, non, il y en a très peu, c'est moins de 1%. Quoi. Bien sûr. De toute façon, le calcul est simple. L'objectif d'un vrai VC à la base, c'est d'être OK de perdre de l'argent sur 90% des boîtes sur lesquelles il envoie, mais avec une espérance de gain positive, parce qu'il part du principe que les 1% qui vont réussir vont rembourser la perte des 90%. Payer les pertes de tous les autres, exactement. Et en fait, ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu tellement d'argent sur le marché du VC que c'est un peu de leur faute, parce que tout le monde dit oui, les startups, elles lèvent des fonds, n'importe quelle boîte peut lever des fonds, mais si elles lèvent des fonds, c'est que quelqu'un leur donne des fonds. Donc les VC, à un moment, ils se sont mis à investir dans tout et n'importe quoi, et dans n'importe quelle PME digitale, tout en ayant en tête que la plupart d'entre elles allaient crever, et qu'à un moment, leur fric, ils doivent le placer, tu vois, parce qu'eux-mêmes lèvent des fonds avec des limited partners, donc des gens leur confient de l'argent. À un moment, cet argent, il faut le placer. Mais ils savent très bien que plein de projets n'ont pas le potentiel, sauf exception, parce qu'en fait, d'un mauvais projet, d'un projet pas mauvais, mais d'un projet très peu scalable, on peut réussir à en faire quelque chose de scalable parfois. Mais la plupart savent très bien que ça va rester des petites boîtes, en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, genre, évidemment que c'est pas binaire et qu'il n'y a pas que des boîtes qui crachent et que des boîtes et genre que des licornes de l'autre côté. Tu as des boîtes qui vont se vendre 5 millions, 10 millions, 100 millions, ça en vrai, c'est presque... C'est à la marge du vrai argent que à la base, c'est pas le rôle du VC, du capital risque, de financer ça. Financer ce genre de boîte. C'est plus des anomalies statistiques en réalité qu'un pur pose au début. C'est ça. Donc si quelqu'un veut se lancer en mode start-up, vision long terme, investisseur, etc., bien comprendre ce que c'est en fait. Et c'est bon parce que quand tu parles, j'ai l'impression que tu as encore le goût de la porte que tu as appris. Mais comment? Mais c'est bien parce que tu étais bien très réaliste sur le truc. Quoi. Ouais, moi depuis... Alors déjà, ça fait quelques années où je me sentais limité par cette boîte en me disant putain, je pense pas être un mauvais entrepreneur, mais à un moment, mon modèle a ses limites, mon modèle de croissance. Maintenant, je rêve, pas maintenant tout de suite, mais je rêve de faire la start-up vraiment qui devient énorme, tu vois, la licorne, plus que licorne, quoi, décacorne, truc immense, hyper scalable et tout. Mais je savais que moi, ça allait pas être le cas. Et on a bossé, mais comme des demeurés pour injecter, et Oussama m'a beaucoup aidé là-dessus, pour injecter le maximum de scalabilité dans notre modèle, en fait, dans l'automatisation des choses, dans la productisation d'un service. On en a fait un SaaS, en fait, à la fin, avec en back-office pas mal d'opérations qu'on ne voit pas en front côté client. Mais je savais qu'il y avait des limites. Donc, ça faisait déjà un moment, moi, dans ma tête, que, en fait, je me disais, en fait, j'ai envie de passer à la boîte suivante. Donc, c'est pour ça qu'en 2023, on a essayé de vendre la société. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut bien avoir conscience que potentiellement, on peut travailler 10 ans et rien gagner. Alors, on s'est bien payé. J'ai eu une expérience de malade. Moi, ça a changé ma vie. Ça a duré 10 ans. Mais à la fin, on a essayé de la vendre. Et au bout de 8 mois de process et de négociation, le deal ne se fait pas. Et on finit par mettre la boîte en redressement judiciaire.
et elle est rachetée pour 4 euros. Enfin, je dis 4 euros, c'est une image, mais on n'est pas loin. Elle est rachetée vraiment pas cher auprès du tribunal de commerce de Lille pour sauver l'activité, en fait, les actifs, les meubles. Mais in fine, moi, j'ai rien touché. Les investisseurs qui ont investi leur argent ont tout perdu. Et les banques qui ont prêté ne sont pas remboursées de leurs dettes. Donc c'est un risque, il faut bien l'avoir en tête. On a tout fait ce qui était en notre pouvoir pour pas que ça arrive et qu'on arrive à vendre. Malheureusement, à la fin, ça a foiré et il y a un moment, tu te retrouves bloqué puisque la boîte n'était pas encore rentable. Même si on avait travaillé en 2023, on avait réduit les coûts par 3, on était quasiment à l'équilibre. Parce qu'on est dans une période où tout le monde essaie de réduire ses coûts, tu vois, et se mettre à l'équilibre. Mais on avait aussi souscrit des dettes auprès des banques. Et ça, mine de rien, ça représentait presque 50 000 euros par mois à rembourser. Donc à un moment, tu lèves plus, tu fais plus vraiment de croissance, parce qu'on n'était plus en grosse croissance. Donc tu n'as plus d'oseille. Plus de trésor, tu peux plus relever et tu as les dettes à rembourser. Donc à un moment, tu es asphyxié, tu es obligé de déclarer cessation de paiement en fait. Ah ouais, c'est ouf. Et donc les issues, c'était soit on liquide tout, soit les actifs sont rachetés. Bon, tout le monde perd tout, mais la boîte et le projet que j'ai créé, que j'ai mené, continuent. Et moi, ça, je l'avais vraiment à cœur parce que on avait des milliers de clients en cours. On a monté des équipes aussi à Tunis, à Madagascar. On a 50 personnes à l'étranger qui dépendent de nous à 100%, qui n'ont pas du tout les mêmes protections qu'un salarié en France qui est licencié. Pas dire zéro protection. Donc moi, mon but, c'était que dans tous les cas, l'activité soit sauvée. Et tant pis, moi, j'ai rien touché. Moi, j'ai pas de sécurité, j'ai pas de chômage, j'ai pas d'indemnité, j'ai rien du tout. Donc j'ai dû repartir from zéro. Et c'est pas grave parce que c'est pas la première fois. Je suis déjà reparti de zéro. Mais moi, j'ai eu en tête ce risque de, ok, en fait, je bosse, mais à la fin, peut-être, je vais rien toucher. Et c'est important de l'avoir si tu veux faire une startup, quoi. Ultra clair. Et alors, du coup, c'est trop bien que j'ai un mec qui soit valable sur ce sujet pour parler de ce point parce que tu sais, on voit dans tous les sens des mecs, on a levé 80 millions, 100 millions, 60, et les mecs... Alors, tu as d'un côté des mecs qui sont obligés d'entasser des salariés pour justifier des levées de fonds, d'autre côté des mecs qui annoncent des valos qui sont mirobolantes, et derrière, ils arrivent à trouver aucun putain de gars qui souhaite acheter leur boîte. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer, parce que moi, en vrai, je comprends pas trop ce monde-là, et m'expliquer comment ce sujet de valo fonctionne réellement, parce que on voit tellement de trucs et on se rend compte à quel point c'est souvent ultra décorrélé du marché, tu vois. C'est ça, c'est assez complexe, mais globalement, quand tu montes une startup dans les phases vraiment de early stage, donc seed et série A, quoi. Voilà, vraiment amorçage, la valo, c'est plus une conséquence, parce que quand tu vas lever de l'argent, moi, la première levée de fonds, je l'ai fait quand j'étais étudiant, j'ai levé 400 000 euros, la deuxième, j'ai levé 1 million, la troisième, j'ai levé 3,5 millions. Globalement et de manière lissée, tu perds à peu près 20% du capital à chaque fois. Donc la première fois, si tu as 100% de ta boîte, tu perds 20%, toi perso, il te reste 80%. La deuxième fois, c'est tous les actionnaires qui vont perdre 20%. Tu vois, donc tu es dilué au fur et à mesure. Moi, à la fin de ma boîte, j'ai commencé, j'avais 80% parce que j'avais un associé et à la fin, il me restait 30%, donc j'étais dilué. Mais en fait, la valo, tu vois, moi, la dernière levée, la boîte, elle était valorisée post-monnaie, donc après investissement, 8 millions d'euros. Et on faisait 1,5 million de chiffre d'affaires et on perdait encore plus d'1 million par an. Donc si tu calcules une valo sur des méthodes très classiques, très comptables de cash flow, elle vaut rien. Ça fonctionne pas. Elle perd de l'argent, elle est endettée, elle vaut rien. Mais c'est une start-up, donc c'est basé sur le potentiel, voilà, de ce qu'elle peut devenir. Mais en fait, la valo d'une boîte, une valo de levée de fonds et une valo d'exit, de rachat d'une boîte, évidemment, c'est pas pareil. Ouais. La valo n'existe pas tant que quelqu'un ne te fait pas un chèque qui dit elle vaut 8 millions. Mais ça, il y a trop de personnes qui captent pas ce truc-là, j'ai l'impression. Alors après, il y a des entrepreneurs, et en France ça commence, mais c'est plus aux États-Unis, qui, quand on lève 100 ou 150 millions, arrivent à faire des cash out. Donc c'est du secondaire. Donc sur une levée de fonds de 100 millions, admettons, j'en sais rien, ils prennent 3 millions qui arrivent directement dans leur poche et pas dans et ça, c'est signé dans le deal avec les gens qui investissent. Ouais. Mais ça commence en France, mais alors pas en ce moment. En ce moment. Marché, mais c'est pas dans la culture. En fait, aux États-Unis, ils préfèrent faire ça pour les vraies startups, entre guillemets, et c'est pas péjoratif, mais tu as des boîtes qui ont des croissances de fous, où en fait, assez rapidement, tu as des Google et Facebook qui viennent leur faire des chèques d'1 milliard pour les racheter. Faire des grosses propales. Donc l'idée, c'est de leur remplir les poches, plus qu'ils soient intéressés trop à l'argent, et leur mettre 10 millions dans la poche, et qu'ils continuent à développer leur boîte, tu vois. Et ouais. Donc, mais du coup, les valos en France, n'importe où, les valos de levée de fonds, ce ne sont pas des valos d'exit. Moi, j'étais valorisé 8 millions, mais au moment de réellement vendre la boîte, et on était accompagné par une banque d'affaires, on était en process pendant 8 mois, alors avec plusieurs boîtes, mais dont une très grosse du CAC 40. J'ai fait 8 rendez-vous avec eux. Dernier rendez-vous avec le DG,
rendez-vous dans une tour de la Défense au 28e étage, en grande pompe, machin. Le type se pointe, il s'installe, un peu nonchalant, et il me dit, bon, je vais être très clair avec vous, c'est super votre boîte, mais ça gagne pas de pognon. Donc moi, je vois pas comment je peux valoriser une boîte 8 millions alors que vous perdez du fric. Donc évidemment, moi, j'avais préparé toutes ces nasty questions avec ma banque d'affaires, donc j'ai répondu, je l'ai retourné et tout. Mais à la fin, il a pris sa décision et il a dit on va pas faire d'offre en fait. On va pas faire d'offre parce que en fait, racheter une boîte qui fait 1,5 million, qui perd encore 1 million, alors elle était pas loin d'être rentable parce qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus et tout, mais pour eux, trop risqué. Et c'est une boîte qui pilote sa marge à fond, donc il faut que ça crache du fric. Et Surtout dans la conjecture actuelle, quoi, tu vois. ouais, et on n'était pas non plus assez game changer pour eux ou suffisamment technologique pour qu'ils se disent ok, on achète un vrai asset, Il y a un c'est vrai pas asset grave, on va supplémentaire. perdre de l'argent, mais en fait non. C'était accessoire, nous, ce qu'on faisait par rapport à eux. Il y avait des vraies synergies business, ça venait renforcer le truc, mais ils n'étaient pas suffisamment chauds pour faire un chèque. Donc voilà. Après, les valos, on dit toujours, elles sont survalorisées, c'est n'importe quoi. Là, dernièrement, elles étaient survalorisées. Ok, elles étaient survalorisées, mais ça, j'en avais déjà parlé sur LinkedIn. Ça me rend ouf qu'on dise ça, parce qu'à un moment, toi, tu es entrepreneur, tu vas voir 50 VC pour lever, c'est à peu près ce que tu vois en rendez-vous pour faire une vraie levée de fonds, et tu as un investisseur qui veut te faire un chèque et il te propose une grosse valo, parce que le marché est compétitif, et toi, tu dois dire non. Ouais, non, Et je me valorise, ouais. voilà, prenez-moi plus de parts de ma boîte. Bah non, si les valos elles sont hautes, c'est que le marché il veut qu'elles soient hautes et que les VC ils décident d'acheter des actions à ce prix-là. Donc ça sert à rien de blâmer les entrepreneurs. Oui, ta boîte elle est valorisée 30 millions, ok, mais c'est l'investisseur qui fait le chèque qui décide de la valo Bien en sûr. fait. Donc Et c'est pas toi qui as tiré une balle dans le pied en disant bon, bah, on coupe par deux parce qu'effectivement je fais moins d'argent que ce que tu crois. bah ou- oui, bah oui. Alors après, ça peut être un point intéressant, ça peut être une stratégie de parfois pas trop valoriser sa boîte, parce qu'en fait, tu as tellement de clauses dans ton pacte d'associés comment on appelle ça, de liquidation préférentielle, Ok. pour pas trop être technique, mais moi, ma dernière levée de fonds, elle était valorisée à 8 millions. Ça veut dire que si on vendait la boîte moins de 8 millions, tu as des clauses qui font que les investisseurs récupèrent d'abord leur argent. Ah ouais. Donc, admettons, je vends 7 millions et demi, ils récupèrent leurs 7 millions et demi, et après, moi, je prends 30% de ce qui reste, tu vois. Donc pas grand chose. Donc, pas grand-chose. Et parfois, tu as des clauses de liquidation préférentielle qu'on appelle 2X, où là, ils se servent deux fois. Ils prennent d'abord ce qu'ils doivent récupérer, et ils reprennent le prorata de leur pourcentage. Et après, ils distribuent le reste aux entrepreneurs s'il reste quelque chose. tu vois. Et souvent il n'y a plus une miette. C'est ça. Et moi, je l'avais ça au début, Ah, putain. ce 2X. Et à la dernière levée de fonds, en renégociant le pacte, parce qu'à chaque fois que tu refais une levée de fonds et que tu as un nouvel investisseur assez conséquent qui rentre, on négocie le pacte. Parce que les tout le clauses. monde se redilue et récupère de Ouais. l'argent. Enfin, du coup, les investisseurs qui ont mis de l'argent récupèrent de l'argent. C'est à ça, chaque avec, round. avec des niveaux de priorité de tranches. Moi, j'avais des investisseurs de 2017 qui avaient des actions de préférence, ensuite ceux de 2019, ensuite ceux de 2021. Et donc, quand c'est ceux de par 2019 tranche. sont rentrés, ceux de 2017 ont récupéré de l'oseille sur ce qu'ils Non, avaient non, non, injecté. eux, ils sont pas sortis du tout. D'accord. Ils sont restés, en fait, les investisseurs qui sont rentrés n'ont pas donné d'argent aux investisseurs qui étaient déjà là, ils Ok. ont tout mis dans la boîte. D'accord. Donc moi, jusqu'à la fin, personne n'est sorti, personne n'a sorti de cash, et bah personne n'en sortira, parce que là, c'est trop tard. Mais en tout cas, tout le monde savait les règles du jeu, et moi, j'ai bossé comme un demeuré avec mon associé Maxime pour que d'abord nous, on puisse en tirer quelque chose, et qu'on puisse effectivement rendre l'argent aux investisseurs, parce que alors il y a des gros institutionnels qui ont investi chez nous, on a EDF qui a mis 2 millions, on a un fonds d'investissement et tout, ça va pas changer leur vie de perdre 2 millions, Ouais. même si moi en tant qu'entrepreneur, je considère que ma mission n'est pas totalement accomplie, enfin même pas du tout, parce que mon but c'est quand même de leur rendre plus d'argent, c'est quand même le deal de base. Ce qui m'a plus embêté, c'est pour mes business angels, c'est des personnes physiques qui ont investi dans ma boîte. J'ai eu des gros noms, j'ai eu Eric Larchevêque par exemple, qui est fondateur de Ledger, qui est une licorne, qui a investi dès le début dans Algar, qui m'a toujours soutenu, et il sait que j'ai fait le maximum et que voilà, il y a un moment, t'es dans le risque, quoi. Ouais, mais toi, perso, ça te fait plus chier ça. Ouais, moi ça me fait plus chier parce que je me dis putain, ils ont cru en moi et tout, et j'ai pas réussi à leur rendre leur argent. Mais je sais que j'ai tout fait pour, j'ai fait plein d'erreurs aussi, mais jusqu'au bout, j'ai essayé, j'ai tout fait pour, et en fait c'est tellement difficile. Ouais, de ouf. C'est un truc de ouf. En fait, à un moment, tu as la pression des chiffres, l'équipe qui grandit, le marché,
tu dois pivoter sur ton modèle sans cesse, tu dois aller revendre la soupe sans cesse pour aller relever de l'argent et tout. Et franchement, je dis pas que c'est pas bien parce que je sais que je referai une startup sur ce modèle. C'est méga excitant, tu vois. Enfin, on a vécu des trucs de ouf, c'était dur, mais on a appris beaucoup de choses. Et je sais que là, je suis dans une période où j'ai envie d'être un peu plus tranquille et tout, mais je sais que je dois retenter le jeu de la startup parce que c'est tellement difficile. C'était ma première boîte. C'est quand même rare que tu réussisses ta première startup. Ouais. Avec tout ce que j'ai appris, ne serait-ce que pour ça, je me dis putain, ce serait con de pas tenter la deuxième. Ouais, t'as trop de feedback là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah, de ouf. Donc je referai sûrement plein d'erreurs, mais en tout cas, j'irai beaucoup plus vite. Parce que là, ce que j'ai fait, je l'ai fait en 10 ans, enfin 3 ans pendant mes études et 7 ans après vraiment développer la boîte. Mais je sais que là, une nouvelle expérience, je ferai au moins en 3 fois moins de temps, c'est sûr. Ah ouais. Ouais. Parce que t'as les shortcuts, tu sais les erreurs que t'as faites. Ouais, tu sais les erreurs que tu as faites, le temps que tu as perdu. Putain, c'est charmé. Le nombre d'apprentissages, il est fou, quoi. Il est fou. Et alors, du coup, dernier point à ce sujet. Tu sais, j'ai dû. Parce que moi, je me dis, c'est fou. Le gars, il a. Alors, moi, en plus, 10 ans de ma vie, ça fait la moitié de ma life, tu vois. Moi, Donc, un je tiers. me dis, frérot, je sais pas C'est vrai que t'es comment. jeune, Enfin, tu vois, c'est vraiment. C'est huge. Et je me dis, putain, t'as envoyé 10 ans dans une boîte, tu t'es démené. Et en plus, moi, j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Donc, genre, je peux approval ce qu'il annonce. Vraiment, enfin, c'était tous les jours trouver des nouvelles idées, chercher, comprendre comment pivoter. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est une pression de malade. Parce qu'en plus, t'as des employés qui dépendent de toi, t'as des investisseurs qui te relancent sans arrêt et tout. C'est une tannée. Et comment c'est possible de se dire. Enfin, comment t'as réussi à dire j'ai perdu, c'est ok, j'accepte les règles du jeu? C'est une bonne question. Comment tu fais pour vivre avec ce truc de se dire bon bah ok vas-y je dois arrêter de me battre, je liquide parce que je sens que mathématiquement ça fait plus sens nulle part, je step back. Ouais, c'est une bonne et je question. prends du temps quoi. Déjà, fin 2021, on a levé. Mais à ce moment-là, on avait failli être racheté. Genre vraiment. Bon prix et tout. Et en fait, on avait rencontré une boîte qui voulait nous intégrer et qui voulait nous racheter parce qu'il kiffait trop ce qu'on faisait. Ça avait vachement de sens avec ce qu'il faisait. Et là, il m'avait dit, bah, en fait, pour déterminer le prix, Aurélien, tu as travaillé 8 ans sur cette boîte, dis-moi combien il faut que tu aies dans ta poche. Et moi, je lui avais dit, bah, moi, si on vend maintenant, il faut que j'ai au moins 1 million, tu vois. Il m'avait dit, ouais, ça me paraît faire et tout. On a avancé dans le process. Et puis, à la fin, ça, c'est pas fait. Et en parallèle, on travaillait sur une levée de fonds. On avait fait ce qu'on appelait un dual track. On allait voir des boîtes qui pouvaient nous racheter et des fonds qui pouvaient investir. Comme ça, si ça floppe d'un côté, tu peux te rattraper de l'autre. Voilà. Et donc, ceux qui veulent te racheter, ben, évidemment, tu leur dis, moi, je n'ai pas envie d'être racheté, je vais lever des fonds, j'ai encore beaucoup de potentiel. Et ceux qui veulent investir, tu leur dis, bah, j'ai déjà des mecs qui veulent me racheter, en fait. Donc, toujours un peu dans cette schizophrénie. Et bref, ça a capoté. Donc moi, j'avais temporisé à côté avec des fonds d'investissement. Et au final, on a fait une levée de fonds avec le corporate venture du groupe EDF. Donc, ils ont mis 2 millions sur la table, plus d'autres investisseurs. On avait levé 3 millions, plus 1,5 million de dette. Donc ça faisait une levée à 5,5 à peu près, un truc comme ça. Et en fait, déjà à ce moment-là, fin 2021, moi, j'étais déjà fatigué de la boîte, tu vois. J'en avais marre, j'avais envie de passer à autre chose, j'avais envie de fraîcheur et tout. Mais entre guillemets, ils ont remis de l'argent, donc c'est comme si on remettait une pièce dans la machine. Ouais. Parce que quand tu lèves de l'argent, évidemment, tu es reparti à la guerre pour au moins 18 à 24 mois avant la prochaine levée de fonds ou avant un autre événement de liquidité comme une revente, comme une entrée en bourse, que j'en sais rien, ce qui n'était pas du tout notre cas. Hein, mais du coup, j'ai remis une pièce dans la machine et je suis reparti en trombe. Et en fait, là, fin 2022, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus du quotidien, j'en pouvais plus c'est con, hein, mais d'avoir des salariés. J'ai kiffé mon expérience, j'ai embauché des gens incroyables et tout, mais j'ai aussi embauché des gens compliqués, pour être poli, et je l'ai mal vécu, et maintenant avec du recul, je sais que j'en veux plus, tu vois. Enfin, c'est pas que j'en veux plus des salariés, c'est que je veux plus gérer des salariés au quotidien. Moi, convaincre les gens de me rejoindre pour une vision, pour me suivre dans mon projet et tout, je kiffe. Les managers derrière. Les manager et me faire chier au quotidien parce qu'il y en a un qui arrive en retard, il y en a un qui a mal à la tête et machin. Prise de tête. C'est terminé. Mais vraiment, c'est terminé. Ouais, c'est bon et ça. je suis mauvais à ça et il y a eu trop de situations où je suis parti beaucoup trop loin et en fait, ça m'a bouffé et ça a envenimé les choses et j'étais pas bon. Donc déjà, ça m'a fatigué à fond. Donc j'avais dit à mon associé, écoute, là on est à décembre 2022, 2023, c'est sûr que c'est ma dernière année avec cette boîte, quoi qu'il se passe. Donc, ce qu'on a fait, c'est que début 2023, on a réuni le board, le comité d'administration, et on leur a dit qu'on voulait vendre la société
Donc, Pas- t'imagines, donc, t'es avec tous les investisseurs Ouais. en meet ou autour Ouais, d'une table. c'est ça. Et ils étaient plutôt d'accord parce que les premiers étaient rentrés au capital 7 ou 8 ans avant. Ouais, Ce qui est un cycle d'investissement en fait. Et à un moment, il faut leur offrir une sortie. bien sûr. Donc ils étaient plutôt OK. Alors on voulait vendre pas que pour ces raisons, c'est aussi que le marché était compliqué. On était sûr qu'on n'allait pas réussir à relever et que atteindre la rentabilité à très très court terme, ça allait être compliqué aussi. Donc ça, plus ça, plus ça, on s'est dit OK, il faut vendre. Donc on a pris une banque d'affaires et on a lancé le process. Et je t'avoue que, pour revenir à ta question, j'y croyais quand même, pas jusqu'au bout, mais presque, qu'on allait réussir à vendre. La banque d'affaires était très confiante, c'était des gens super, mais ils étaient très confiants sur le fait qu'on allait réussir à vendre plus de 10 millions, que la valo, on allait aller la chercher, enfin vraiment que le deal allait se faire. Donc j'y croyais quand même pas mal, et on avait des vraies marques d'intérêt. Tu vois, on a été voir une trentaine de boîtes, on est rentré en deep dive, donc en approfondissement des chiffres et tout, avec au moins 10 d'entre elles. Ah Et ouais. sur la ligne d'arrivée, il en restait 3, tu vois. Et en fait, les 3 à la fin ont sauté. Et celle qui nous a racheté à la fin au tribunal, c'est une des 3. Mais eux, ils avaient été clairs avec moi. Ils m'avaient dit, écoute, nous, on fait X de chiffre d'affaires. Je ne vais pas donner le chiffre, mais c'est pas une grosse boîte. On ne peut pas racheter une boîte, ne serait-ce que 3 millions, qui perd 1 million, et c'est pas possible. Mais donc on se retire du deal. Si jamais vous n'arrivez pas à vendre et que vous vous mettez au tribunal, nous, on fera une offre pour vous racheter parce qu'on aime vraiment On aime le l'activité. truc. Ouais. Ah ouais. Bon, moi, à ce moment-là, j'étais encore en process. Donc, je lui ai dit non, non, mais On va never, vendre. on ira au tribunal. Là, j'ai 4 mecs qui vont me faire une offre à au moins 6 millions. Dégage. Une semaine après, je l'ai rappelé. Alors, Oui, alors en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Ça marche toujours pour racheter la boîte à la casse. Parce que là, c'est la dernière option. Donc, et ils ont été super cool. Ils ont fait le deal. Mais moi, quelques semaines avant, quand le deal vraiment était mort et que le dernier lead avait sauté, moi, j'avais quand même en tête beaucoup, et trop, je pense, par rapport à ce que je te disais, le fait d'être à l'aise, de bosser 10 ans et à la fin rien gagner. J'étais dans cet état d'esprit, mais j'avais quand même envie de gagner un peu de pognon, quoi. Et je me disais, putain, à la fin, mettre 1 million sur mon compte, avant 30 ans, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, tu vois, avant mes 30 ans, donc juin 2024, 2023, il faut que j'y arrive et tout. Et du coup, ça a été dur de me dire, dans ma tête, de vraiment faire la bascule et me dire, bah non, Faire en le fait, deuil, tu ne vas rien toucher. Et donc, après, quand j'ai fait ce deuil, ça a été. Mais quand on a mis la boîte en redressement judiciaire, c'est bon. Dans ma tête, c'était OK, j'allais plus rien gagner. Et là, de toute façon, tu vois, à ce moment-là, on a mis la boîte en redressement. On ne savait pas, on n'avait plus de thunes, hein. On ne savait pas si on allait pouvoir sauver l'activité. Moi, j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu toutes mes affaires, tous mes meubles. Je suis parti habiter chez des potes. ah ouais. Ouais. Je suis venu 1 mois, après le deal, je suis venu 1 mois à Dubaï chez Oussama. Mais avant le deal, pendant qu'on passait au tribunal, parce que tu as plusieurs audiences et tout, enfin, c'est éprouvant, hein. Tu arrives au tribunal, les mecs, ils te défoncent en mode... Déjà ouais, que toi, c'est t'es quoi, pas bien, hein, c'est déjà une galère pour laisse toi. tomber, je suis arrivé, c'était comme si j'étais dans le bureau du CPE. Ouais, Oh qu'est-ce là que vous là. avez fait avec cette boîte? Pourquoi il y a autant de pertes? Vous avez mis combien dans cette boîte? Franchement, vous vous rendez compte, machin. Mais non. Il y a de l'argent public aussi, naninaner. Alors, tu as envie de dire, l'argent public, j'ai payé 40 000 euros d'URSSAF par mois pendant des années, donc tu es gentil. J'ai rendu la part. C'est ça. Mais en fait, en face de toi, tu as des gens qui comprennent pas ce modèle de Ouais. start-up, tu vois. Bien sûr. Donc, bon, Pour on eux, a- c'est délirant de mettre de l'oseille dans Bah une ouais. boîte qui, à time, n'est pas rentable, mais qui Exactement. pourtant peut Donc, être exceptionnelle. on s'est écrasé et on a pris les claques. Mais je t'avoue que je suis sorti de l'audience du tribunal, la première. J'avais les larmes aux yeux, j'étais avec mon avocat et c'était comme si j'avais pris une énorme patate dans la gueule en me disant, il me demande ce que j'ai investi dans cette boîte, mais 10 ans de ma vie. En fait. Ouais, et ma life, ouais. C'est ça en fait, 10 ans de ma vie, j'ai lancé la boîte, j'étais étudiant, j'ai cramé un tiers de mon prêt étudiant que j'ai fait pour lancer la boîte. Il y a 10 ans, j'étais peintre en bâtiment, enfin j'estime m'être un peu bougé le cul pour créer de la Ouais. valeur, excuse-moi, tu vois. Ils se rendent pas compte, les Ils gens. se rendent pas compte, donc hyper Parce que chaud. comme c'est un monde dans lequel tout le monde doit être un peu fancy, où ça doit bouger, où Ouais. il faut smile tout le temps, C'est ils se ça. rendent pas compte qu'il y a des mecs qui bûchent pendant 10 piges de leur vie, et le Non, matin, c'est ça. midi, soir. C'est ça, donc quand on est arrivé à ce stade-là et que la boîte ensuite elle a été rachetée, c'était ok dans ma tête que j'allais rien toucher et que je repartais de zéro, puisque de toute façon, il y a un moment, il faut pas lutter, quoi. Et c'est comme ça, donc maintenant je suis ok avec, je suis sur une autre phase. Je devais accompagner la transition, en fait ils m'ont repris en freelance après la boîte qui a racheté. Ah, ok. J'avais un contrat jusqu'à juin 2024 et en fait 28 février j'ai arrêté. Parce que toi, tu voulais. J'étais bien payé et tout, je bossais que 3 jours par semaine, mais
moi, je suis le père du truc. Ouais. Maintenant, il y a un nouveau daron. Et il est très bien, le dirigeant Et qui a toi, tu joues la racheté. nounou, c'est une prise de Mais tête. on n'est plus aligné sur des choses. Moi, j'ai beaucoup d'affect dans la boîte. J'estime aussi, les derniers mois, on a morflé, donc je suis aussi fatigué, tu vois, émotionnellement et tout. Le sujet, je peux plus, tu vois. Je peux plus voir un permis de construire. J'ai des potes qui me Ah oui, demandent parce des qu'on va le conseils, rappeler quand laisse même. tomber. On va rappeler quand même, en gros, le but du jeu d'Algar, qui apparemment, c'était, avant, c'était permettez-moi de conduire. Permettez-moi de construire. Construire, pas conduire. De construire, oui. Parce que, ouais. Alors, en fait, l'objectif, c'est de faciliter l'accès au permis de construction Ouais, c'est pour les ça. personnes qui veulent L'obtention, l'obtention. Parce qu'en fait, moi, je savais pas, mais c'est une putain de galère Laisse tomber. d'obtenir un permis de construire pour faire une véranda, une Exactement. piscine ou que sais-je. C'est ça, on avait créé un service en ligne qui facilitait toute la procédure avec les mairies, les dossiers, tout ça en ligne, automatisé et tout. Et on a aidé des milliers de personnes, je pense qu'on a dû faire à peu près 8000 permis de construire en B2C. Putain. Et en B2B la même chose à peu près. Donc ça marchait bien et tout, hein. Le business il est top et on en a chié pour que le modèle il soit comme il est aujourd'hui et qu'il tourne, tu vois. Mais économiquement ça reste compliqué. Mais bref, moi je leur ai dit, écoutez, moi je suis plus aligné, mon stress monte. Et moi j'ai toujours reproché à des salariés que j'ai embauchés qui étaient plus bien dans leur job, qui aimaient pas ce qu'on faisait. De pas oser se barrer, quoi. Voilà, de pas prendre leurs responsabilités. Et moi c'est un truc qui me rend fou. Et je leur disais, mais en fait, la vie est trop courte pour souffrir. Si t'es pas content, tu te casses, fais autre chose. Et là, moi j'ai commencé à être un peu comme ça et je me suis dit, oula, attends, je m'en fous, moi j'ai aucune sécurité, mais ça me fait pas peur. Je leur ai dit, écoutez, je veux arrêter l'accompagnement et j'arrête demain. Demain, oui, demain. Il y a une nuit là, après la nuit, demain, quoi. J'arrête. Donc, dernière paye avec eux février. Et 1er mars, plus de boîte mail, plus de CRM, plus de Slack, rien. Plus un message d'Algar. Comment ça fait pour le premier jour où t'as plus rien? Le premier jour, c'est vraiment bizarre. Ah, c'est space. Ouais. J'ai envoyé encore des messages à mon associé, si ça et ça et ça. Mais en fait, moi, j'ai voulu tout couper tout de suite. Et du coup, je me suis lancé à fond dans mon activité de coaching pour entrepreneur, que j'avais déjà lancé avant, mais maintenant, je m'y consacre à 100%. Et là, c'est mon premier mois à 100%, vraiment sans Algar. Et donc, c'est bizarre, tu vois, je sens qu'il manque un truc que j'ai eu dans ma vie pendant 10 ans et qui est plus là. Comme si tu étais sorti avec quelqu'un, que tu avais partagé une vie avec quelqu'un pendant longtemps. Et du jour au lendemain, tu étais une rupture. C'est une rupture, donc parfois tu y penses, tu te rappelles des bons moments, mais tu te rappelles aussi des mauvais moments. Et tu te dis, ah putain, c'est un délire, c'est putain. bizarre. C'est un délire. Émotionnellement, c'est quand même compliqué, tu vois. Maintenant, j'ai la chance, j'ai été bien entouré, mes potes, Oussama a beaucoup soutenu aussi, mon associé. J'ai eu toutes les emmerdes du monde sur cette boîte, mais jamais eu de problème d'associé. Mon associé, c'est mon cousin. Ce qui est une bonne nouvelle. nouvelle. Tu avais bossé avec aussi, avec Maxime. Donc ça, c'est vraiment cool parce que sans lui, j'aurais abandonné plein de fois. Moi, je suis très émotionnel, très impulsif. Je suis capable de vraiment de prendre le briquet, de foutre le feu et de me barrer. Tu vois. Quand ça te prend la tête, ouais. Ouais, mais parfois beaucoup trop vite. Et je sais que c'est un de mes points faibles, c'est que je prends des décisions émotionnelles. En janvier, j'étais à Dubaï chez Oussama et je pensais déjà arrêter l'accompagnement fin janvier. Ok. Et je te jure, là, en vrai, j'ai pas bien géré, j'ai un peu recruté, mais je suis tellement comme ça, à vif, que j'ai fait un call à 12h47 qui m'a saoulé, où je me suis dit, putain, faut que j'arrête, faut que je parte, faut que je fasse autre chose parce que je vais devenir toxique pour eux. 12h50, j'ai envoyé un message à mon associé, je lui ai dit, écoute, ça va pas, je vais arrêter, je vais me barrer. 12h53, j'ai envoyé un mail pour me dire, je me casse. Et après, à 15h, après avoir réfléchi, tu vois, et parlé à mes proches et tout, j'ai renvoyé un mail comme un gros con en disant « Ouais, en fait, non, je pense que je peux rester encore, désolé, j'ai pas assez réfléchi. » Donc ça, je sais que c'est le truc qui me caractérise, qui est négatif. J'ai beaucoup de recul là-dessus maintenant, mais je sais que c'est un point à améliorer. Mais à la fois, tu arrives quand même à pas avoir l'ego de « Ah, vas-y, trop tard, bon bah, nique sa mère. » Tu reviens quand même, et puis tu arrives à te dire « Ouais, excuse-moi, j'ai fait une connerie, ce qui est déjà pas mal. » C'est pareil, quand je m'énerve, que j'ai de la colère et tout sur quelqu'un, ce qui est déjà arrivé pas mal de fois, je suis pas le genre de mec qui après soit est rancunier, soit se rend pas compte que c'est lui qui a merdé. Ouais. Je reviens toujours en fait pour m'excuser, ou tu vois. Donc les gens qui me connaissent et qui me supportent... Sauf que tu montes vite, mais qu'après tu redescends vite aussi. C'est ça. Mais en tout cas, avec tout ce que j'ai appris et tout, je sais maintenant que j'y gagnerai à avoir beaucoup plus de self-control, de recul, de pas prendre des décisions à chaud. Et ça va venir, je pense, tu vois, parce que je sais que ça m'a joué des tours.
et beaucoup trop de fois. Donc maintenant, c'est vraiment un truc sur lequel je veux bosser. Mais, Il y a un bouquin de ouf qui m'a aidé là-dessus, c'est Clear Thinking. Ah ouais? Ouais, c'est un bouquin de malade le mec, il a théorisé le fait de prendre des décisions claires et pas justement, mal. il parle des 4, je sais pas comment il appelle en français, mais c'est les 4 défauts. Ok. Et en gros, il y a le défaut de l'inertie. Donc quand tu es en train de faire un truc, tu pars du principe que tu sais, c'est l'histoire du mec qui attend son bus, il est 11h24, 11h25, bon j'attends, 11h26 et du coup tu attends jusqu'à le lendemain matin parce que tu te dis j'espère qu'il va arriver. Il y a le défaut de l'émotion, quand tu prends des décisions sous l'émotion, forcément tu es mauvais. Il y a le défaut de l'ego, quand tu as l'impression d'avoir la science infuse ou que tu as un dogme, un sujet, et que du coup tu dis non, c'est moi qui ai raison, et en fait tu es en train de faire une connerie. Il y en a un quatrième que j'ai omis. Mais c'est un putain de bouquin parce que moi j'ai eu des. J'arrive maintenant à step back et à prendre du temps, mais j'ai un de mes associés qui est vraiment putain de colérique. C'est Alexandre? Non, Romain. Ah, Romain, je le connais pas. Ouais, tu le connais pas. Il est plus vieux. Enfin, maintenant il arrive à plus step back et tout, mais genre, il a eu dans sa jeunesse des moments vraiment où, tu sais, il voyait rouge, quoi, Ouais, littéralement. moi, je suis un peu comme ça. Et genre, des fois, il explose et il est vraiment compliqué à canaliser. Ouais, bah, je suis pareil. Et moi, c'est un putain de bouquin qui m'a aidé, ce truc. Ouais. Il est pas italien? Il est putain, ouais, enfin, si. Je pense que c'est un trait commun. Ah ouais, Je suis né ouais. de sang italien, enfin, Ouais. d'origine. Bon, c'est pas Ouais, que ça, ouais. mais ouais, en tout cas, mais en tout cas, ouais, c'est bizarre de plus avoir la boîte. Et en même temps, je suis content. Je pense que j'ai encore pas mal de chemin aussi dans ma tête à faire, mais je suis quand même content. Tu vois, là, je suis à Dubaï pendant une semaine. J'ai quelques rendez-vous. J'ai signé des coachings. L'argent, c'est bon. Ouais. Moi, je me suis toujours mis en risque. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous vraiment de tout perdre, parce que là, j'ai vu ce que c'est de tout perdre. Tu vois, Et c'est là, pas sur si les grave, dernières ouais. années, j'étais en France. C'est quand même beaucoup. J'étais payé 100 000 euros par an. Ouais. J'avais un putain d'appart, duplex, une Tesla, enfin, je veux tout, tu vois, nickel. Le 20 février, je crois, ils sont venus me chercher la caisse, parce que ça appartenait à la boîte. J'ai rendu l'appart, j'ai tout vendu, je me suis retrouvé vraiment avec rien. Et en fait, Ça allait, quoi. bah ouais, ça allait, parce que déjà, je me suis rendu compte que j'avais des bons potes. J'ai été hébergé à Lille chez des potes qui, eux, ont vendu leur boîte plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça, c'était cool. Je suis venu un mois à Dubaï chez Oussama et les colocs, parce que je les connais très bien. Je me dis, en fait, bon, qu'est-ce qui peut t'arriver, tu vois? Ah, c'est bon, ça. Mm. Ça, je trouve, c'est bon quand t'as une décision compliquée à prendre, de te dire c'est quoi le pire qui peut m'arriver. C'est ça. Et en vrai, souvent, c'est pas. C'est ça. Et pas début mars, dramatique, quand quoi. j'ai signé mes premiers coachings et que j'ai fait presque un plus gros salaire que ce que j'avais, je me suis dit, bon, en fait, l'argent, c'est pas vraiment le souci. Ouais, c'est plus est-ce que c'est un truc qui t'anime Ouais, c'est ça. ou alors recréer le projet de ouf parce que c'est un truc qui Mm. t'excite. Mais l'oseille, enfin, avec. Bah, je sais en faire, tu vois. Ouais. J'ai appris tellement de choses. Si je me bouge le cul, je peux faire 3 fois plus que ce que je fais là aujourd'hui. Là, je suis plus en mode, ok, 2024, j'ai plusieurs objectifs. C'est reprendre soin de moi. Tu vois, ces dernières années, j'ai pris beaucoup de poids. Enfin, en fait, on le sait pas assez, mais faire une startup, c'est 24-24. Ah ouais. C'est un niveau de stress élevé. Moi, je suis quelqu'un d'anxieux à la base. Donc, j'ai fait des eczémas hyper forts. J'ai pris 35 kilos. Irritabilité, laisse tomber. Enfin, physiquement et enfin, vraiment au niveau santé. Ah, c'est la guerre. J'ai pris un médecin qui était à côté de mes bureaux, tu vois. Comme ça, je pouvais y aller dans les moments où ça allait pas et tout. J'allais le voir. Il me disait, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, je suis stressé. Bah, il faut pas être stressé. Bah, Ouais, bah, vas-y, je te ça. regarde. Exactement. Donc, compliqué. Donc, prendre soin de moi cette année, descendre mon niveau de stress. Là, clairement, je me lève plus tard. Je veux voyager. C'est déjà 2 fois que je vais à Dubaï là, depuis janvier. Et je veux juste générer assez d'argent pour payer mon loyer. Là, j'ai pris un co-living à Lille. Je suis avec des gens cool et tout. J'ai pas besoin d'énormément d'argent pour l'instant pour vivre. Donc, prendre cette année-là de 2024 comme une transition, me retaper en fait, si tu veux, Ouais. et transmettre aussi ce que j'ai appris. Et là, ce que je kiffe, c'est que avec mon activité de coaching, c'est ce que je fais. Parce que là, j'accompagne soit des entrepreneurs qui ont déjà une boîte et qui veulent trouver de la scalabilité, remettre en cause leur product market fit, travailler un peu leur sales, leur marketing, etc. Je les accompagne. Ou soit des gens qui n'ont pas encore lancé leur boîte, qui veulent lancer une boîte, mais qui sont complètement perdus sur comment on fait les étapes, est-ce qu'il faut que j'aille dans un incubateur, machin et tout. Trop bon. Ça. Et en fait, j'estime que sur Algar, j'ai été bon sur la phase 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Donc la phase vraiment product market fit validé et début de scale. Et j'ai pas été bon sur la phase scale, parce que sinon j'aurais fait 10 millions de chiffre d'affaires. Mais du coup, cette phase-là, j'estime vraiment avoir été bon. Et du coup, là, de voir plein d'entrepreneurs et tout, ça me donne vachement de fraîcheur.
Ça me permet, moi, de faire la rétrospective de ce que j'ai appris, de ce que je sais, de ce que je sais pas et tout, et en même temps de générer de l'argent. Tu vois, il y a plein de coachs aujourd'hui business. Alors, je tape pas dessus parce que tu peux être coach d'un athlète sans être athlète, Bien tu sûr. vois. Mais c'est quand même bien, je trouve, quand même d'avoir une expérience. Et aujourd'hui, j'ai cette crédibilité de dire, bah ok, t'es coach, tu vas m'apprendre quoi? Est-ce que tu as une expérience? Bah ouais, j'ai quand même fait une startup, même si c'est pas Google. Pendant 10 ans, j'ai joué le truc, quoi. Ouais, de ouf. Donc, Et il y en en a fait, si peu sur le marché que c'est un, ben ouais, c'est un ouais. gros edge que t'as. Ouais, c'est Et ça. on mettra évidemment les liens et tout en Ouais, dessous. merci, sympa. Tu nous enverras tout. Bah attends, il faut bien que ça serve à quelque chose Ouais, c'est clair. de venir se voir. Et tu sais, il y a. Alors c'est bien beau dans les réunions entrepreneurs de sourire, de dire que tout va bien tout le temps, de faker bien le truc. sûr. Mais le vrai truc, c'est quand t'es chez toi tout seul. Ben, c'est ça. Et en fait, quand Comment tu fais tu une te sens, startup, t'es aussi. C'est ce que tu dis, c'est super intéressant parce que t'es tout le temps dans le faker. Pression sociale de partout. Tu dois lever des fonds, tu dois vendre à tout le monde. Tes clients, Ouais. tes salariés qui Tes t'embauchent, salariés, tu dois lever des fonds, tu dois avoir une. Tu deviens fou. Tu viens Parce schizophrène. que tu dois projeter une image de ta boîte qui n'est pas forcément la réalité, Ouais. mais tu la projettes tellement souvent et fort Que ça devient que le tu game. finis par y croire. Tu vois. Et ça, t'es vraiment. Ouais, c'est la vraie définition de la mythomanie, les amis, c'est clairement ça. Ouais, et Mais tu vois, c'est moi, le game. quand j'allais voir des VC pour faire ma levée de fonds qui était hyper dure et tout, j'étais chez eux, on fire, machin et tout. Je ressortais de là, je rouvrais le Slack, c'est la merde, il y avait le feu partout. Je disais, ah putain, et c'est vrai qu'en fait, vas-y, remets-toi dans la réalité. Et tout le monde le sait, mais alors il y a différence entre mentir et fake it until you make it. Ouais, quand de même, ouf, tu vois. de ouf. Si t'es un mythos, c'est un moment ça va se voir. Ouais. De toute façon, ta boîte, ça va pas aller. Mais moi, j'ai toujours projeté un peu plus que ce qu'était la réalité. Les chiffres que tu donnes, forcément, parfois tu arrondis un peu, tu projettes un peu les chiffres que tu vas avoir dans 6 mois. Et en fait, tu es C'est obligé. une bonne guerre, et je veux dire, tout le monde joue au même jeu. Y a pas... Bah ouais, et tu dois être tellement convaincu de ta boîte pour réussir à la vendre. Et c'est pour ça que moi, j'ai plein de gens, quand on a mis la boîte en redressement et tout, qui me disaient bah, je comprends pas. Je pensais que ça a marché, Algar et tout. Non, mais frère, ça marche. On a plein de clients, mais c'est pas le problème. Parce qu'économiquement, on n'y est pas. Donc, entre ce que tu vois de l'extérieur d'une boîte et ce qu'elle est vraiment de l'intérieur, il y a deux mondes. Il y a un univers. Et c'est pour ça que ça, c'est un conseil que Oussama m'avait donné un jour. C'est que, en fait, il ne faut pas regarder la concurrence. Parce que ce que tu vois des autres, c'est que leur extérieur. Donc, quand tu compares ton intérieur avec l'extérieur des autres, en fait, Forcément, moi, je me suis toujours détendu maintenant, enfin, depuis longtemps là-dessus, en me disant ouais, on fait ci, on fait ça. Ah, regarde, eux, ils font ça. Ouais, ok, mais en fait, ils nous montrent qu'ils font ça, mais T'en sais rien. c'est autant la merde que chez nous, ça se trouve, tu vois. Donc, t'es obligé. Mais t'es un peu schizophrénique parfois, quand même. Bon, je vais tirer une carte parce qu'on a tiré une carte Ouais. depuis le Bah début. ouais, J'ai pas allez, tiré une let's carte. go. Non, mais c'est trop important. Ça m'a fait kiffer. C'est trop intéressant. Comment tu fais, toi, de ton côté, en plus que tu es en période de transition, pour rester à jour sur les nouvelles tendances et sur ce qui se passe? Et en plus, on sait que tu vois, les mecs qui en général viennent de l'univers startup sont toujours assez connectés à ce qui se passe sur le marché. Est-ce que toi, tu as un hack ou un endroit dans lequel tu tiens toujours au courant des nouvelles tendances et Ouais, ce qui arrive? j'écoute pas mal de podcasts. Donc sur l'univers plus tech, startup. Ouais. Ouais, là-dessus, j'écoute quelques podcasts comme Silicon Carnet. C'est un Français qui est dans la Silicon Valley depuis des années. Il s'appelle Carlos Diaz. Et en fait, tout ce qui est dans la Silicon Valley, ça arrive forcément en France. C'est totalement lié. Après, je suis des gars sur LinkedIn, des fondateurs de startups que j'aime bien et qui fonctionnent bien. Voilà, ouais, je lis pas mal. J'essaie de me tenir informé. Ouais, podcast, contenu, lecture. Des articles aussi en anglais. Tu vois, TechCrunch, ce genre de médias, j'aime bien. Après, j'essaie de regarder un peu tout sur l'entrepreneuriat. Tu vois, là, en ce moment, je suis dans une phase plus business coach, indépendant. Bah, là, je regarde, là, je commence à créer du contenu. Qu'est-ce qui se fait là, j'arrive plus dans ton univers, tu vois. En termes Moi, le de content, business. c'est pas trop mon game. Hein. Je commence Bah, tranquille. quand même, j'apprends. tu fais pas mal de vidéos. Ouais, j'essaye tranquille. Ouais, mais je veux dire, ça fait, Ouais. ça va faire, là, ça fait 10 mois. Ouais, que bah, j'ai commencé. c'est Je pas commence mal, tranquille, déjà. tu vois. Ouais. Mais en tout cas, j'essaie aussi de regarder les business bootstrappés, les business de coaching, d'indépendants.
c'est quoi les codes, parce que j'ai beaucoup les codes startup, Ouais, forcément. bien sûr, bien sûr. Mais là, en étant indépendant, il faut que je comprenne les codes du nouveau milieu dans lequel je suis. Et en fait, je trouve ça trop cool d'avoir fait une startup et maintenant de me dire, bah, je peux être coach indépendant et faire de l'infopreneuriat presque, tu vois, et du conseil, du coaching et C'est tout. pas mal au cœur quand tu le prononces, ça va? Bah t'es ok? non, en fait, j'aime pas, moi, la guéguerre. Ouais, c'est ouf. Ça me saoule, on en avait parlé aussi avec Oussama. En fait, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que vous nous faites chier start-up. Moi, ça me saoule. Alors, entre les solopreneurs qui gueulent, ah ouais, les startups, regardez, elles sont pas rentables, gna gna gna, gna 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 gna. En fait, c'est de la merde, ils font pas d'argent. Hein. Et à l'inverse, ah, regardez, les infopreneurs, c'est des arnaqueurs, ils vendent des formations et machin. Et en fait, vos gueules, c'est pas les mêmes jeux, en fait, c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même game. Donc, moi, j'ai kiffé faire une startup, maintenant je kiffe être coach. Peut-être que demain je referai une boîte startup ou une autre boîte plus bootstrappée, mais en fait on s'en fout, tu vois. Ouais, le sujet, c'est ce que tu kiffes. Bah ouais, c'est Et ça. c'est ce que c'est cool. C'est ça. That's Et it. putain, je trouve. Ah, ça me rend ouf. C'est de bonne guerre parce que forcément tout le monde se challenge, tout le monde se titille et tout. Oh, mais je sais même pas Mais si. mettre les gens dans une catégorie. Et Là, puis- tu vois, c'est la mode en ce moment. Ah, les startups, tu vois, t'as plein de solopreneurs. Alors maintenant, je suis solopreneur, je vais pas cracher dessus, mais t'as plein de solopreneurs sur LinkedIn et tout. Ah oui, regardez, ils font pas de cash. Et t'es là, mais frère, t'es tout seul dans ta boîte, qu'est-ce que tu parles? Ouais. Tu connais même pas les problématiques que ce type il a. Là, quand des boîtes comme Luco, dont le CEO était un de mes associés investisseurs, ils ont levé plus de 200 millions. Ils ont retourné le game de l'assurance en France. Vraiment. Hein. Tous les assureurs ont flippé leur race pendant des années parce qu'ils ont revu l'expérience totale. Il a fait un truc de fou, il a embauché des centaines de gens, il a créé une app de malade, il a revu un marché complètement. Et à la fin, bah comme moi, ils sont foutus en redressement judiciaire, ils ont été rachetés quelques millions, mais ils étaient valorisés 250 millions. Et tout le monde lui chie dessus. Alors Ouais, que- regardez, Luco, gna gna gna, ah, les boîtes, elles lèvent trop d'argent, elles font pas de cash. Oh là là, ils sont vraiment trop nuls. Fermez vos gueules. Mais qui Si est ça se avait- battre. si ça avait marché, vous auriez tous fermé vos clapets. Donc arrêtez de faire genre, parce que ça a foiré, ce mec-là, il vaut rien, il est trop nul. Il est plus fort que vous tous réunis. Donc ça m'énerve, c'est comme WeWork, c'est comme Ouais. tout ça. T'es là, mais en fait, parfois ça foire. Mais les mecs, ils ont quand même fait des trucs de fou. Et ils ont rêvé grand, tu vois. Ils ont rêvé grand, on les a financés pour ça. Les gens qui ont mis l'argent dedans, ils savaient très bien dans quoi ils investissaient, on les a pas forcés. Ouais. Et ils ont perdu à la fin, mais ils auraient pu gagner. De ouf. Donc il faut respecter le travail de tout le monde. Moi, un solopreneur qui fait 1 million tout seul, ça me fascine. Tu vois, je me dis putain, il est trop fort et tout. Et une start-up qui lève des millions, qui revoit tout un projet, même si son chiffre d'affaires, tu vois, ils ont bientôt, il y a pas longtemps, c'était le tour de Swile, le truc de ticket restaurant, tu vois. Ah ouais, je vois très bien, ouais, bien sûr. Ils avaient annoncé il y a 2-3 ans qu'ils faisaient 40 ou 50 millions, je sais plus, de chiffre d'affaires. Ils s'étaient valorisés à 1 milliard, tout le monde gueulait, machin et tout. Ouais, mais ok, mais c'est pas vous qui décidez de la valorisation. S'il y a des gens qui ont accepté de payer une valo 1 milliard, qu'il y a qui des estiment raisons, que soit elle vaut 1 milliard, soit peut-être elle va valoir 1 milliard, et qu'en payant une valo d'1 milliard avec l'argent qu'on leur donne, ils vont se développer suffisamment rapidement pour rattraper en fait cette valo, tu vois. Mais tout le travail qui est fait est incroyable. Il n'y a pas que le sujet financier. Quand tu fais une start-up, bah oui, parfois tu gagnes pas d'argent tout de suite, parfois tu n'en gagneras jamais. Dans de nombreux cas, tu vas crever. Mais s'il n'y a pas des gens qui se lancent pour faire des start-up, il n'y a pas Uber, il n'y a pas Airbnb, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas toutes les boîtes qui ont changé le monde en fait. Donc il y a des gens qui sont faits pour les faire et il faut Donc, les vous faire respecter. enculer les autres, vous avez compris un petit peu? Voilà, mais en fait, dans un sens et dans l'autre, je respecte tout autant un mec qui est solopreneur, qui fait un business à 1 million, à 100 000 tout seul. Je trouve ça ouf aussi, quoi. Faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues. J'en mets. Ah, ça, c'est bon, ça. Comment tu vois, du coup, tu réponds pour le marché que tu souhaites, hein. Mais comment est-ce que tu vois l'évolution de ton marché sur les prochaines années? Parce que nous, on voit des tendances de marché, on repère des trucs, des fois c'est très difficile à lire, des fois tu as une courbe qui va là, puis bam, ça tombe direct, il y a des signes noirs un peu de partout. Bah, je peux parler pour le secteur de la PropTech. Donc la PropTech, c'est tout ce qui est immobilier, construction, property. Il y a beaucoup de boîtes qui ont revu des expériences. Nous, on a revu l'expérience du permis de construire. Mastéos a revu l'expérience de l'investissement locatif. C'est mal passé pour eux aussi. Ouais. Matera a revu l'expérience du syndic. Il y a plein de boîtes qui ont fait des trucs ambitieux de ouf. La réalité, c'est que bah, en fait, l'immobilier, c'est quand même difficile à scaler.
parce que in fine, ça reste en fait des murs, tu vois. Donc c'est par définition un truc qui est compliqué à scale. Exactement, c'est des modèles compliqués et je pense que les VC, moi je pense que les VC vont commencer petit à petit à sortir de ça. En tout cas, s'il y a moins d'argent disponible, ils vont moins prendre le risque d'aller dans ce type de boîte et ils vont se concentrer sur le top game de boîtes, tu vois, un SaaS B2B méga scalable. Factuellement, il y a plus de chances que ça, ils récupèrent leur fric avec ça parce que c'est plus scalable et qu'on connaît les modèles. Mais la PropTech, c'est quand même difficile à scaler. Au regard aussi du marché de l'immobilier, tu vois, nous on bossait avec des constructeurs de maisons. L'année dernière, on a vite changé notre braquet parce que les constructeurs, l'année dernière, ils ont fait moins 40%. Il y a de moins en moins de terrain à vendre. C'est de plus en plus compliqué de construire avec la réglementation. Là, les taux, ils sont au plus haut. Les possibilités pour les gens d'emprunter, on parle même plus des taux, c'est juste emprunter. Moi, j'ai vu des gens, ils avaient 200 000 d'apport. C'était pas possible, vous pouvez pas emprunter. Donc, le marché, je pense qu'il va être quand même compliqué. Maintenant, l'immobilier, c'est des cycles. Et je pense qu'on a quand même besoin de nouveaux services dans l'immobilier et dans la construction. Mais il faut quand même avoir le cœur accroché parce que les scaler, c'est compliqué. Et il faut que des gens continuent de les financer. Il y en a qui ont réussi. Vraiment, genre, t'as l'exemple d'une boîte qui a tout disrupté et qui a arraché le marché de la PropTech. J'en ai sûrement, mais là, ça me vient pas. Mais parce que, en fait, je me dis que putain, à chaque niveau, c'est une galère, quoi. Genre, il n'y a pas un niveau qui est pas compliqué dans ce game. Des startups PropTech, mais vraiment logiciels, plateforme et tout. Mais tu vois, Mastéos, leur modèle, c'est d'être à la fois une boîte qui fait de l'investissement locatif et qui fait des travaux. Et en fait, c'est comme moi, tu mets beaucoup d'opérations, d'automatisation, tu fais un front et tout hyper UX-friendly. Mais in fine, derrière, tu as plein d'opérations et plein d'emmerdes à gérer. Et ça, les gens, ils voient peut-être pas. Voilà. Nous, c'était la magie d'Algar, c'est que c'était une interface, ton permis de construire, il avançait, tu voyais quand il arrivait en mairie, quand il était validé, tu voyais le document. Mais derrière, j'ai 40 personnes à Madagascar, 10 personnes à Tunis, j'ai 300 000 opérations automatisées par mois. Les mairies, on appelle les mairies, c'est un truc de ouf. Mais ça, tu le vois pas. Après, il y a plein de business où en front, tu as l'impression que tout est automatique. Derrière, c'est un merdier. mais du coup, la PropTech, je pense que ça a beaucoup d'avenir, mais sur des trucs plus logiciels, plus scalables. Quoi. En tout cas, moi, je me risquerais plus à faire une boîte sur un modèle dans la PropTech si c'est pas un truc scalable, parce que je sais la galère que c'est. C'était un vrai challenge pour moi de mettre de la scalabilité dans une activité de service. Mais je laisse aux autres maintenant. On passe aux questions rafales. Allez. T'es chaud? C'est quoi le meilleur conseil que t'aies reçu, overall? Si t'en avais un qui te reste en tête et que t'as gardé un truc qui te vient instinctivement comme ça. Le conseil où tu dis, ouais, ça c'est ouf. Putain, c'est dur, tellement. Vas-y, faut pas que je réfléchisse trop. Meilleur conseil. Ah ouais, il y en a un, c'est en fait quand tu développes une startup, tu as une quantité infinie de problèmes. Et un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est en gros, ça sera un problème quand ça sera un problème, tu vois. En fait, quand tu te laisses déborder par les problèmes et que tu essaies de tout résoudre tout de suite, en fait, tu n'avances pas. Et il faut savoir lâcher prise sur, ok, en fait, ma vie d'entrepreneur, de start-upper, c'est de gérer des merdes. Et quand tu commences à te sentir dépassé à chaque fois qu'il arrive une merde, où tu vois, ça allait bien, puis boum, et ça te plombe, en fait, vaut mieux arrêter parce que c'est ça ta vie, en fait. Ouais. Donc pas être dans ce délire de vouloir pré-shoot les trucs. Ouais, et plutôt accepter les problèmes, en fait. Juste chill, quoi. Tu vois, les problèmes, tu vas en gérer tout le temps. C'est ta vie d'entrepreneur, quoi. Être OK avec ça. Ouais. Même aimer ça, tu vois, presque. Ça, c'est tout le sujet. Ah, putain, il y a un problème. Mais c'est dur. Hein. Est-ce que tu as un avis sur Monsieur Musk, Elon? Ouais, moi, je trouve que c'est un des plus grands entrepreneurs de tous les temps. Je trouve, en fait, tu te dis putain, il a fait une première boîte, une deuxième, une troisième, c'est pas de la chance, quoi. Ouais, le mec est ouf. Parfois, il me fait un petit peu peur dans le sens où je me dis putain, il est quand même un peu taré, quoi, même beaucoup. Maintenant, j'aime bien. Moi, c'est un peu mon style, sans me comparer du tout, mais il a une grosse gueule. Il est pirate. Il est pirate, il s'en fout de tout. Et ça, j'adore cet esprit-là. Donc, moi, j'adore. Et pour être client, par exemple, sur Tesla, j'ai été client. Je trouve que c'est des génies du produit, des génies du marketing. Ils ont compris plein de trucs que personne n'a compris. Par exemple, SpaceX, tu vois. À quel moment
tu fais une fusée qui ressemble à un vrai vaisseau spatial et tu mets de l'entertainment dans le truc. Ouais. Il y a quelques années, personne ne regardait rien de la NASA. Ouais, c'est le dernier endroit du monde où tu te dis je vais te mettre de l'entertainment. Et ouais. Et lui, il a lui foutu. c'est un game. Et ben justement, l'entertainment, le show, tu vois, les astronautes, ils sont habillés en mode Star Trek, C'est un délire. ils arrivent en Tesla blanche sur le pad. Ça me fascine et je me dis, putain, ce mec-là, c'est un génie, quoi. C'est un génie, franchement. Ceux qui le critiquent, je me dis, bon, ouais, il est sûrement critiquable, mais factuellement, tu peux que respecter ce qu'il fait, quoi. Enfin, je sais pas, il a quand même fait 2-3 trucs. Oh, mais ça, tu as déjà répondu, je dégage. Ouais, ça, je dégage aussi, tu as déjà répondu. Alors, selon toi, ça a été quoi ta plus grosse erreur dans le business? S'il y a un truc qui, en termes de faits et pertes derrière, Ouais. c'est l'action, la plus grosse connerie que tu as faite et qui t'a entraîné le plus de pertes derrière sèche, où tu te dis, ça, c'est vraiment le truc, si j'avais pu l'éviter, je l'aurais évité, quoi. Bah, du coup, je sais, puisque c'est ce qui a mené en partie à notre perte, je mets des guillemets parce que c'est pas totalement, mais c'est vouloir scaler trop tôt. Quand tu fais une startup, d'abord tu dois rechercher un product market fit, donc l'adéquation parfaite entre ton offre, le marché, le bon modèle économique, ce que les gens veulent et tout. Et Ça, une fois que tu l'as, Et ça, déjà, c'est un taf. Hein. mais ça peut prendre 10 ans. Et Ouais. Airbnb, ça a pris 8 ans. Ouais. Mais donc, Parce que c'est vraiment l'alignement de la promesse, de l'offre, c'est du ça. persona. Exactement. Et en fait, l'enjeu d'une startup avant de trouver son product market fit, c'est de réussir à se financer et rester en vie suffisamment longtemps Ouais. pour avoir une chance de peut-être le trouver. Ouais, parce que là, Sans dans cette crever période-là, tu fais pas de thunes en vrai, logiquement, Non. ou très Ah, peu. non. Quoi. Très peu. Et du coup, c'est qu'après le product market fit que tu dois mettre en place des actions de scale, donc du marketing, mettre des sales et tout. Et en fait, sur Algar, on a trouvé le product market fit sur le B2C, on a mis longtemps et ça a fait son effet puisque l'année où ça a vraiment changé, on est passé de 100 000 euros par an à 800 000 euros et l'année après 1,5 million, tu vois. Donc vraiment Ah ouais, putain. scale, Délire. pas scale exponentielle, mais scale quand même. Et il y a 3 ans, on a décidé de lancer l'offre B2B Algar Pro pour faire la même chose que ce qu'on faisait, mais sur les professionnels du bâtiment. En se disant, bah, on ne s'adresse plus à des particuliers qui ont besoin d'un permis de construire, on s'adresse à des pros du bâtiment, des entrepreneurs, des piscinistes, des constructeurs, qui ont besoin d'un service pour gérer leur demande de permis de construire. Et j'ai mis longtemps à la lancer et tout. Je me disais, ouais, je ne sais pas s'il faut le faire, ça va nous défocus et ça. Mais au bout d'un moment, économiquement, il fallait qu'on trouve un moyen de faire du revenu récurrent. Parce qu'évidemment, les particuliers ne font pas un permis de construire tous les mois. Ouais, de ouf. Donc, il nous faut du récurrent. Et maintenant, c'est le cas. On a des clients Algar Pro qui génèrent plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an avec de la récurrence d'achat, puisqu'ils font plein de chantiers. Ouais, bien sûr. Mais en fait, je pensais qu'on avait le product market fit sur cette offre-là B2B. Donc, j'ai embauché des sales, j'ai vraiment essayé de scaler le truc. Et en fait, ça n'a pas décollé. Parce que même si c'était la même offre, dès que tu changes une des variables de l'offre, de la proposition de valeur, de la cible, de ce que tu veux, Il y a tout bah, qui bouge. tu dois retrouver un product Ouais. market fit. Et nous, on a essayé de scaler avant, donc j'ai fait ma levée. J'ai mis en place mes sales et tout en me disant, bah, OK, le B2C, maintenant, on va faire en sorte que dans la balance, ça devienne 30% et 70%, ça va être le B2B. Et du coup, on met des sales et on vend et on tartine, tu vois. Sauf que bah, 1 an après la levée de fonds, je faisais le même chiffre d'affaires, quasiment. Le B2C avait un peu baissé, le B2B avait monté, mais on avait essayé de scaler trop tôt, un truc où il n'y avait pas le product market fit. Donc, du coup, tu as envoyé full dépense là-dedans. Full dépense et du coup, bah, une levée de fonds, tu l'investis, c'est pas pour rien. bien sûr. Donc ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur. Et l'erreur qui est liée à ça, c'est d'avoir lâché, je pense, trop tôt, moi, la vente sur cette nouvelle offre. Parce que sur le B2C, je l'ai gardé pendant longtemps. J'ai itéré, j'ai cherché l'offre. Et après, j'ai mis en place des équipes, je l'ai délégué d'abord en interne, puis après on a mis des équipes à Tunis, etc. Mais sur le B2B, j'ai tout de suite mis des sales, et pas forcément parce qu'ils n'étaient pas bons. Alors on a aussi fait des erreurs, des gens qu'on a off-boardé assez rapidement, et d'autres qui étaient très très bons, mais ils n'arrivaient pas forcément à bien le vendre parce que Product Market Fit n'était pas encore hyper clair. Et quand tu essayes de scaler un truc où en fait tu n'as pas vraiment le Product Market Fit, ça finit mal. Parce que si tu mets des bons sales, s'il y a un vrai Product Market Fit, même si c'est pas les meilleurs sales du monde, ça doit vendre quand même, tu vois. Ouais, de ouf. Ça doit pas être le Il y a de l'objection, il y a de la friction, mais Exactement. il y a de l'oseille. Mais tu dois pas, ça doit pas être un parcours du combattant. Le product market fit doit venir aider la vente.
Et là, en fait, on ramait. Et alors qu'on était arrivé à un bon niveau de vente, tu vois, on l'a vraiment bossé. Mais la promesse par rapport à l'audience, le modèle économique, tout ça, l'usage aussi, tout ça n'était pas encore très clair. Donc ma conclusion, c'est qu'on a voulu scaler trop tôt le B2B et en fait, on s'est planté là-dessus. All right. C'est quoi Ouais, tu as un peu répondu, mais peut-être qu'il y a un truc qui va te sortir de tête. C'est quoi là Il a l'air d'avoir un... J'ai peur, je tiens mon joker. Non. C'est quoi la décision la plus difficile que tu as prise cette année? La décision difficile où tu dis, ouais, celle-ci... Cette année... C'était chaud. Ou tu peux prendre sur 2023 s'il y a un truc qui te marque. Ouais, parce que cette année, c'est plus d'avoir réellement coupé le cordon. Le fait de stopper. En mode, ok, demain, je n'ai plus aucun revenu, je coupe tout. Et j'ai laissé mon associé, alors avec sa bénédiction, parce que lui continue l'accompagnement et il était ok que moi j'arrête. Donc ça, c'était vraiment la décision la plus dure. Et 2023, c'est une décision, mais elle est subise. C'est de déclarer la faillite de la boîte, quoi. C'est d'aller au tribunal, prendre rendez-vous, déposer un dossier, dire voilà, c'est cessation de paiement. Parce que tu as 45 jours quand tu l'es techniquement. Cessation de paiement, techniquement, c'est quand tu peux plus rembourser tes dettes avec tes actifs. Okay, donc c'est un organisme qui saisit tes comptes, c'est ça et qui, non, tu vas au tribunal, tu fais un dossier, tu dis je suis en cessation de paiement. Tu as 45 jours en tant que dirigeant pour le déclarer, sinon tu as une responsabilité personnelle légale. Et après, quand tu es en cessation de paiement, tu as plusieurs voies. Soit le tribunal il liquide direct, soit il te met en redressement judiciaire et ça peut mener sur un plan de cession des actifs, ce qu'on a fait. C'est les actifs qui ont été rachetés, pas la boîte. La boîte a été liquidée, les actifs ont été rachetés et remis dans une nouvelle boîte et l'activité redémarre. Tu peux avoir un plan de sauvegarde, plein de choses. Donc ouais, ça a été vraiment de se dire, ok, bah en fait, il y a 10 ans, je créais cette boîte, je l'ai développée, je me suis battu corps et âme, j'ai tout mis, grosse partie de ma vie dedans. Et là, je me suis souvenu du moment où on déposait les statuts il y a 8 ans avec mon associé. Et là, j'étais aussi au tribunal en mode, on fait faillite. J'appuie, quoi. Ouais. J'appuie sur le bouton. C'est ça. Donc bon, ça n'a pas duré longtemps, mais là, c'est quand même... tu te dis, aujourd'hui, j'ai fait un truc qui n'est pas anodin quand même. J'ai déclaré la faillite de ma boîte et c'est quand même très émotionnel. Donc, il m'a fallu quand même plusieurs jours. Maintenant, c'est OK. Mais je pense que c'était vraiment la décision la plus dure de 2023. Petite dernière. Ah, ça c'est bon, c'est galerie ça. Est-ce que tu as déjà pris une vraie décision importante sous l'influence de substances, alcool, drogue, autres, 3 petits points? Mais tu vois, parce que moi j'ai souvent cette image, tu sais, des mecs dans des films, ils sont complètement déchirés, ils prennent une décision et cette décision elle est complètement smart. Je pense qu'il y a très peu de chances dans la vie que ça puisse exister. Mais est-ce que tu as déjà pris une décision folle? Non, alors moi je prends aucune drogue, rien du tout, je fume même pas et tout. Bon. Par contre, ça m'est déjà arrivé de picoler un peu, tu vois, avec mon associé, quand on était en levée de fonds et qu'on passait des nuits et des nuits à bosser sur le dossier pour aller lever les fonds, ça, etc. Les gens ne voient pas ce genre de truc. Les soirées interminables. Tu sais, ils ont l'impression que on se lève à 8h, on va au bureau à 9h, puis on arrête à 17h. Ils se rendent pas compte qu'il y a des mecs qui cravagent. Le problème, c'est que moi, avec l'alcool, je suis plus productif, tu vois. Alors moi, mon setup parfait... C'est genre, je suis dans un bar d'hôtel, donc un hôtel stylé, j'adore les beaux hôtels et tous les beaux lounges. Je suis dans un bar d'hôtel tout seul, en déplacement par exemple, et je m'enquille 5-6 gin tonic, et je bosse à fond gin tonic. Ginto, rien. Je pense que c'est le second liquide qui coule dans moi. Et je bosse, et tu sais, quand tu rentres en état de flow, quoi, j'y vais. Et il y a des fois comme ça où, j'irai pas sous emprise, mais... J'ai tout changé dans le business, j'ai appelé mon associé, ouais, demain on change tout, on pète tout, on recommence tout. Un peu drivé par ça, j'en suis pas fier, mais donc c'est le seul truc, c'est assez soft. Mais sinon, jamais de drogue, rien du tout. Parce que... Alors je sais qu'il y a le mythe en plus des startups, c'est plus dans la Silicon Valley, je sais pas si tu connais, mais à l'époque, Steve Jobs et tout, c'était tous des hippies. Ils allaient tous dans le désert prendre du LSD pour être hyper créatifs. Et dans la Silicon Valley, il y a ce truc-là encore aujourd'hui. Du LSD, du micro-dosing, du machin, moi j'ai jamais fait. Peut-être que ça marche, j'en sais rien, mais en tout cas c'est illégal, il faut le rappeler. Puis en plus avec tous les mecs maintenant qui ont les trucs, tu sais,
C'est quoi le truc qu'ils vont faire en Amazonie ou au Pérou là avec, l'ayahuasca. Ayahuasca Ouais. et Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu DMT. reviens, t'es un gourou, tu vois la vie en rose. Ils redescendent jamais, les mecs. Non, ils redescendent jamais. Et en plus, c'est un truc qui vraiment, a priori, calme les gens anxieux et tout, mais moi, je le ferais pas parce que j'aurais trop peur de revenir et de d'être devenir chez prof de yoga, quoi. Tu vois, genre tu restes perché. En fait, Après, il y a de l'oseille dans le c'est yoga. plus important, le business, on s'en fout. Tu sais, tu reviendrais comme ça. Il y a de l'oseille dans le yoga. Ouais, c'est sûr. Non, mais j'en fais en plus du yoga, mais je serais pas prof, quoi. I know. Come on, we just make the conclusion and then we're c'est good. fini, ouais. Écoutez, merci beaucoup Aurel, Merci, c'était trop c'était cool, Et c'était il faut charmé. rappeler que c'était la première fois qu'on se voit. C'était la première fois qu'on se bossé voit. ensemble. Et du coup, genre, j'étais relou, je voulais qu'on le fasse en mode 60 minutes chrono, même si on va sans doute se voir avant que tu repartes de Ouais. Dubaï. Dernier point, parce que moi, il y a beaucoup de mecs qui me reach out pour que je les accompagne et tout. Et comme j'ai beaucoup de vendeurs à gérer, j'ai pas forcément le temps de le faire. Ouais. Et ça me plairait beaucoup, du coup, si tu peux faire une petite promotion rapide pour leur dire, parce que si je peux Ouais, te donner carrément. un petit coup de main là-dessus et qu'il y a des mecs qui peuvent. Parce que j'ai pas une grosse communauté, mais les gens qui m'écoutent Avec sont plaisir. sont Du quand même coup, qualifiés, quoi. ADN Coaching, j'accompagne des entrepreneurs, soit qui veulent se lancer dans des modèles start-up, mais aussi de business, d'indépendants, etc. Sur comment on lance son offre, on l'exécute, comment on teste et comment on trouve en fait son product market fit. Ou des gens qui ont déjà des boîtes et qui veulent se perfectionner et avoir un coaching vraiment aussi de CEO, en fait, de mindset, de ce qu'il faut faire, des problématiques du quotidien. Et en fait, c'est un coaching hebdomadaire sur un ou plusieurs mois. Donc, ça s'appelle ADN Coaching. C'est aureliendenunzio.com. Et de toute façon, Et, on mettra ton LinkedIn, voilà. Insta et tout. Voilà. Et je pense que la discussion qu'on vient d'avoir vous prouve qu'il est legit et qu'il a de J'espère. la value à apporter. Sinon, ça ferait 10 piges jetés à la poubelle. Ouais, j'ai fait semblant pendant 10 ans, j'ai rien fait. Ça serait relou. Merci beaucoup d'avoir été là, les Merci. gars. Passez une belle journée. Merci beaucoup d'être Merci, venu. Alex. C'était top. À plus.